L'Iran est un pays paradoxal. Il est à l'heure où je vous parle au cœur de l'actualité, avec la signature de l'accord sur le programme nucléaire. États et chefs d'entreprise s'intéressent de nouveau à ce pays, longtemps mis au banc de la communauté internationale. Et pourtant l'Iran est un pays méconnu, souvent l'objet de discours excessifs, voire irrationnels. Ainsi le Premier ministre israélien disait tout récemment de ce pays qu'il était pareil à l'État islamique, mais en pire. Il nous a donc paru utile de nous intéresser à l'Iran, et plus particulièrement au programme nucléaire iranien, qui empoisonne depuis plus de 10 ans les relations internationales. Nous essaierons de cerner ce qui se joue autour de ce litige, à toutes les échelles, nationales, régionales et mondiales. Voici ce que stipule l'accord signé le 14 juillet 2015 à Vienne entre l'Iran et le groupe du G5, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, ayant trait au programme nucléaire iranien. En guise de concession, l'Iran s'engage à limiter sa capacité d'enrichissement d'uranium afin que le temps nécessaire pour produire une arme atomique lui soit d'au moins 1 an pendant 10 ans. Pour cela, il limitera à 6 000 le nombre de ses centrifugeuses, sachant qu'il en avait 19 000 avant l'accord. D'autre part, l'Iran accepte le renforcement des inspections des sites par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour une durée de 20 ans. Ainsi, l'AIEA pourra mener des inspections plus intrusives. Ces concessions répondent à l'objectif du G5+1, s'assurer que l'Iran ne mène pas de programme nucléaire militaire. En contrepartie, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne s'engagent à lever les sanctions adoptées contre l'Iran entre 1996 et 2012, une fois que l'Iran aura mis en œuvre ses engagements. Cette contrepartie répond à l'objectif de l'Iran, qui est d'obtenir la levée des sanctions qui étouffent son économie et donc de sortir de son isolement international. L'accord trouvé à Vienne en juillet 2015 est l'aboutissement d'un accord intérimaire signé à Genève 20 mois plus tôt. Néanmoins, le programme nucléaire de l'Iran est l'objet d'un contentieux beaucoup plus ancien. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce litige est apparu en 2002. C'est en 2002 en effet que la télévision américaine diffuse des images satellites de sites nucléaires iraniens construits par l'Iran dans le plus grand secret. Ces soupçons sont corroborés 1 an plus tard par la découverte d'uranium enrichi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est alors le début d'un conflit opposant l'Iran au reste du monde. 2006 voit la rupture d'un accord trouvé entre l'Union européenne et l'Iran. Ainsi, l'Iran du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad s'obstine, voyant dans le nucléaire iranien un droit inaliénable du pays. En réaction, l'ONU, à l'unanimité du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne adoptent un volet de sanctions. Ainsi, l'Union européenne va jusqu'à décréter un embargo sur le pétrole iranien en 2012. C'est seulement en 2013, 7 ans donc après la rupture des négociations entre l'Iran et le reste du monde, que les négociations reprennent avec l'arrivée du président modéré Hassan Rouhani en Iran. Ce litige, brièvement résumé autour du programme nucléaire de l'Iran, est, nous allons le voir, un enjeu géostratégique à l'échelle nationale, régionale et mondiale. L'Iran, c'est l'ancienne Perse. Il compte 80 millions d'habitants, répartis sur un territoire très vaste de 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la France. Sa capitale est Téhéran. Du point de vue institutionnel, l'Iran possède un régime hybride depuis la révolution islamique de 1979. Le pouvoir politique est réparti entre un guide religieux, la plus haute autorité de la République islamique d'Iran, et un président démocratiquement élu. Un élément central pour comprendre l'Iran est la géographie. L'Iran se trouve en effet au carrefour de 3 ensembles culturels, le monde turc au nord, le monde arabe au sud-est et enfin le monde indien au sud-ouest. Les Iraniens sont en majorité des Persans, un groupe ethnique qui n'appartient à aucun de ces 3 ensembles. Mais de par sa position, l'Iran est avant tout un pays multiethnique, ayant accueilli dans son histoire d'importantes minorités religieuses. Mais l'Iran est avant tout un carrefour énergétique. Il est bordé au nord par la mer Caspienne et est à ce titre un corridor d'exportation du pétrole extrait dans le Caucase. L'Iran est séparé de la péninsule arabe à l'est par le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, large de 40 km seulement et donc facile à bloquer. 30% du pétrole consommé dans le monde passe par ce détroit, soit près de 20 millions de barils par jour. Et enfin, l'Iran est lui-même un grand pays énergétique. Il est membre de l'OPEP et possède 9% des réserves prouvées de pétrole et 18% des réserves prouvées de gaz dont il est le 3e producteur mondial. La religion est le deuxième élément central pour comprendre l'Iran. L'Iran est un pays à 90% chiite, la deuxième branche de l'islam qui ne comprend que 10% des musulmans. L'Iran regroupe près de 50% des chiites du monde. Il assume de ce fait un leadership religieux auprès des chiites du Moyen-Orient, en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen. Ce pays qui n'est pas arabe détient par la religion une partie des clés pour la stabilité du monde arabe. De par son identité géographique et religieuse, l'Iran est donc un État central au Moyen-Orient.
À partir de ces fondamentaux, il nous faut comprendre pourquoi l'Iran a cherché à avoir le nucléaire. Le programme nucléaire iranien est dans sa dimension civile un moyen de remédier aux faiblesses de l'économie iranienne. Il faut en effet rappeler que la fonction première du nucléaire est la production d'énergie. Or, l'Iran a développé son programme nucléaire dans un contexte de crise énergétique. L'Iran est, on l'a vu, un géant pétrolier, mais sa production de pétrole ne cesse de décliner. De 4,25 millions de barils par jour en 2007, la production est passée à 3 millions de barils par jour en 2012, une production qui n'atteint que 50% du niveau de 1974. C'est une situation dramatique dans la mesure où les hydrocarbures représentent 80% des recettes d'exportation de l'Iran. À la baisse de la production s'est couplée l'augmentation de la demande intérieure qui a contribué à fragiliser l'économie. L'Iran a donc cherché à réduire sa dépendance aux hydrocarbures, des ressources fossiles, en se tournant vers le nucléaire et ce de longue date. Le programme nucléaire iranien a ainsi été lancé par le Shah d'Iran dans les années 1950 avec la coopération des États-Unis. Toujours dans cette optique, l'Iran a acheté à la Russie en 1995 la centrale nucléaire de Bushehr, aujourd'hui opérationnelle. Cette politique n'a généré que peu de résultats, puisque le nucléaire ne représente aujourd'hui que moins de 1% de l'électricité produite en Iran. Mais ce programme est ambivalent. C'est d'abord un programme secret comprenant la construction de bâtiments souterrains. D'autre part, l'Iran a fait construire la centrale d'Arak, une centrale de production d'eau lourde dont la centrale électrique de Bushehr n'a pas besoin. D'où la conclusion des analystes, s'il ne vise pas nécessairement à la fabrication d'une bombe atomique, le programme nucléaire iranien a pour objectif de doter l'Iran d'une capacité nucléaire lui permettant de produire l'arme atomique en cas de guerre. Il nous faut à présent comprendre quel est l'objectif poursuivi par l'Iran en cherchant à atteindre cette capacité nucléaire. Dans sa dimension militaire, le programme nucléaire n'est autre que le pendant de l'obsession des dirigeants iraniens, à savoir trouver le moyen de sanctuariser le territoire. Le nucléaire est ainsi le point focal d'un nationalisme très vivace en Iran. L'Iran est un État à l'unité ancienne, contrairement aux autres pays du Proche et du Moyen-Orient. Les Iraniens forment donc un peuple fier de leur histoire, celle de l'Empire perse, la plus vieille entité politique du monde. L'Iran actuel est un État jamais colonisé, qui a mené tout au long du XXe siècle un combat pugnace pour l'indépendance. Surtout, l'Iran est un pays maintes fois attaqué dans son histoire contemporaine. En 1946, l'URSS tente d'annexer le nord du pays dans ce qui deviendra la première crise de la guerre froide. En 1953, un coup d'État de la CIA renverse le docteur Mossadegh, inspirateur d'une politique basée sur la nationalisation du pétrole et du gaz. En 1980, l'Iran est attaqué par l'Irak de Saddam Hussein qui profite de la déstabilisation du pays après la révolution islamique de 1979 pour annexer des provinces pétrolifères. C'est une guerre de 8 ans où l'Irak utilisera des armes chimiques avec l'assentiment tacite des grandes puissances. Ce conflit aboutit sur un statu quo, résultat 1 million de morts du côté iranien, un pays en ruine, mais un territoire entier et un régime qui en sort renforcé. En 1988, en pleine guerre donc, les États-Unis abattent un avion de ligne et déclenchent contre l'Iran la plus grande bataille navale depuis la Seconde Guerre mondiale, visant les plateformes pétrolières. En 2003, les États-Unis renversent le régime de Saddam Hussein. Or, l'Iran est placé comme l'Irak dans l'axe du mal. Les dirigeants iraniens craignent donc d'être les prochains sur la liste. وقتی برات نخواد خدا پشت هم میاد درد و بلا پیش قدرتش چون و چرا فایده نداره اگه بری به آسمون اگه بسازی رنگین کمون وقتی شد بختت نامهربون حال تو زاره. À ce passé national tragique s'ajoute un sentiment d'encerclement dû à la multiplication des bases américaines dans le voisinage de l'Iran, ce que montre cette carte. Plus qu'à un calcul économique, le programme nucléaire de l'Iran a davantage répondu à un calcul stratégique destiné à protéger durablement le pays d'une attaque étrangère. Comme nous l'avons déjà remarqué, le programme nucléaire iranien a empoisonné les relations entre l'Iran et le reste du monde depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il constitue une infraction au regard du droit international. En dimension civile, l'Iran a certes le droit de développer un programme nucléaire seulement s'il accepte le contrôle de l'AIEA. Mais l'Iran a enrichi l'uranium dans des seuils supérieurs à une utilisation purement civile.
Or, le nucléaire militaire est strictement réservé aux États-Unis, à la France, au Royaume-Uni, à la Chine et à la Russie, en vertu du traité de non-prolifération dont l'Iran est signataire. Mais l'opposition au nucléaire iranien a aussi à voir à un litige plus ancien. Ce litige est en effet encastré dans un conflit qui oppose l'Iran au reste du monde depuis la révolution islamique de 1979. Prenons l'exemple des États-Unis. En 1979, la révolution iranienne renverse le régime du Shah qui était favorable aux États-Unis. Quelques mois plus tard, des étudiants iraniens fanatisés prennent en otage le personnel de l'ambassade américaine. Cette crise continue à empoisonner les relations entre les deux pays, d'où peut-être le nom catégorique des États-Unis. L'opposition de la communauté internationale a aussi à voir au contexte régional et mondial. Alors certes, l'Inde, le Pakistan et Israël officieusement sont passés outre l'interdiction qui pèse sur le nucléaire militaire. Mais la possibilité pour l'Iran de se doter la bombe créerait certainement une surenchère. L'Iran s'oppose en effet à l'Arabie Saoudite pour le leadership au Proche et au Moyen-Orient, lequel pays s'en doterait à son tour. Souvenons-nous en dernier lieu que le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, promet régulièrement d'anéantir Israël. On peut donc se demander si l'Iran ferait seulement un usage dissuasif de la bombe atomique. L'opposition au programme nucléaire iranien n'est pas non plus exempte d'une condamnation d'ordre moral. Les démocraties occidentales reprochent en effet à l'Iran de bafouer les droits de l'homme, et en particulier les droits de la femme, d'être un régime oppressif sous la férule d'islamistes radicaux. Alors c'est vrai, une partie du pouvoir politique est entre les mains du guide suprême. L'Iran procède chaque année à des exécutions d'opposants, et il s'agit d'un régime patriarcal. Mais d'un autre côté, l'accord renforce le pouvoir démocratiquement élu d'Hassan Rouhani. À ce titre, il n'est pas inintéressant de se souvenir que l'Arabie Saoudite constitue à plus d'un titre un régime pire que le régime iranien, ce qui ne l'empêche pas d'être le meilleur ami des États-Unis d'Amérique. En signant cet accord, les grandes puissances sont passées outre leur animosité vis-à-vis de l'Iran. Pour l'expliquer, il nous faut regarder ce qui a changé dans le contexte international. L'Iran d'abord. En Iran, la société civile s'ouvre progressivement. Il existe donc une distorsion entre un régime ultra-conservateur et une opinion publique favorable à l'ouverture. L'arrivée au pouvoir du modéré Hassan Rouhani témoigne de ce conflit interne. La politique de ce président autour du nucléaire contraste avec la ligne chauvine de son prédécesseur, mais ces transformations sociales ne sont pas le seul facteur, puisque l'Iran paie le poids de son isolement avec une inflation de plus de 20%, en même temps qu'il s'approche de la capacité technologique pour fabriquer une bombe atomique. D'où le besoin imminent d'un accord pour les deux parties. Mais les changements se situent aussi à l'échelle régionale, où l'Iran a su devenir en peu de temps un interlocuteur incontournable. Au Liban d'abord, l'Iran finance des milices chiites du Hezbollah qui font pression sur Israël depuis la frontière nord. En Syrie, l'Iran est intervenu en faveur du régime de Bachar el-Assad, de confession alawite, une branche dissidente du chiisme. En Irak, l'Iran fait partie de facto de la coalition internationale dirigée contre l'État islamique et finance des milices. Et au Yémen, enfin, l'Iran s'est démarqué par son soutien à la rébellion houtiste. Ces dernières années, l'Iran a connu un bouleversement total de son environnement régional. Tous ses voisins se sont effondrés. Au nord, de nouveaux États sont apparus à la suite de la chute de l'URSS. À l'est, l'Afghanistan est en proie à une guerre civile depuis le début des années 80. L'Afghanistan est donc devenu pro-américain, tout comme le Pakistan. À l'ouest, le vieil ennemi irakien, la Syrie d'El-Assad et la Jordanie sont des États en guerre ou au bord de l'implosion. Au sud, finalement, le Golfe est relativement stable, quoique le Yémen se soit d'ores et déjà effondré. Ces bouleversements font donc de l'Iran un îlot de stabilité, en même temps qu'ils ont renforcé la présence de l'ennemi américain dans la région. Alors vous l'aurez compris, on est avec l'Iran au cœur du débat sur le nucléaire. D'un côté, bien sûr, il faut empêcher la prolifération des armes atomiques, mais d'un autre côté, peut-on accepter que le nucléaire militaire demeure le privilège d'une poignée de grandes puissances ? Si l'accord du 14 juillet prête à l'optimisme, il n'est pourtant pas un aboutissement. Ces termes doivent encore être validés par le Congrès américain d'une part et par le Parlement iranien d'autre part. De plus, il ne s'agit pas forcément d'une fin définitive du conflit. L'accord ne garantit pas sur le long terme que l'Iran ne relancera pas un programme militaire secret. Et d'autre part, l'Iran n'est pas sorti des difficultés. L'Iran saura-t-il profiter de la fin de son isolement pour se développer, ou bien deviendra-t-il un État client, frappé de la malédiction des ressources naturelles ? Il sera donc intéressant de suivre l'évolution de ce pays dans les prochaines années.